13% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir à l'heure d'aujourd'hui si vous investissez sur Amundi. Alors, est-ce que c'est une entreprise assez intéressante à mettre en watchlist ou en portefeuille? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ces vidéos ne consistent seulement à une analyse quantitative et aussi qualitative certaines fois, non un conseil financier. Je ne suis absolument pas analyste financier. Ces conseils ne sont pas à prendre comme des conseils d'investissement. Je partage seulement mon point de vue. Donc aujourd'hui, on va aller regarder Amundi. Donc Amundi, qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est de la gestion d'investissement. Voilà. Donc on va aller bêtement passer de l'argent à Amundi pour qu'ils l'investissent pour vous. Donc on est sur une entreprise qui aujourd'hui est faiblement valorisée par rapport à son bénéfice net en termes de PER. Donc on a eu des PER qui sont pu monter à 22 à ce niveau-là, bon en tout cas en 2016 et maintenant on est quand même sur une courbe qui oscille énormément étant donné qu'on doit avoir un free cash flow qui doit pas mal bouger. On voit que ça a été le cas ici, on a fait pas mal d'argent et puis ensuite on s'est stabilisé et voilà, vous voyez qu'il y a des dégringolades en fait dans le free cash flow. Bon là je suis en TTM mais étant donné qu'elle publie semestriellement, ben, vous voyez que c'est pas joli à voir en soi. Pareil pour les marges nettes. Maintenant on va aller regarder pourquoi. Donc qu'est-ce qu'on peut savoir dans ce genre de business? Ça va être sur quoi on va pouvoir se baser. Ça va surtout être sur la gestion du risque qui est faite par le management. Est-ce que vous avez donc confiance au management ou pas, étant donné que ça va vraiment être eux qui vont devoir faire de la performance. Maintenant, si vous avez confiance sur ces métriques-là et que vous avez regardé le conseil statistique, et vous avez regardé tout ce qui est documents financiers, vous pouvez aller un petit peu regarder le bilan et aller regarder un petit peu le côté chiffres. Parce que ces chiffres-là sont complètement dépendants des personnes qui vont gérer le business, des managements. Enfin, ça, c'est quelque chose que de toute façon, je ne vous apprends pas sur n'importe quel business, mais il faut vraiment faire attention à la gestion du risque. Est-ce qu'ils ont des objectifs particuliers à 3, 6 mois, 1 an, 10 mois, etc. Allez regarder un petit peu. Est-ce que c'est une entreprise qui va accorder des prêts ESG par exemple, pour aller faire des trous et pour peut-être obtenir des subventions du gouvernement, que sais-je. Allez regarder ça dans les rapports financiers. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une entreprise qui a des revenus total qui augmentent, des coûts des marchandises qui augmentent. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. On est d'accord qu'on est sur un gestionnaire de finances. Donc qu'est-ce que représente le coût des marchandises? On voit qu'on est qu'on a peu dans l'amortissement, même si ça augmente un tout petit peu. On a des dépenses d'exploitation qui augmentent pas mal. Donc on a un bénéfice net qui augmente en soi de manière stable et croissante, assez intéressant. On va aller regarder ça avec le free cash flow. On voit que le free cash flow a souvent eu tendance à être supérieur au bénéfice net. Pourquoi? Alors peut-être qu'en 2017 on a eu une acquisition, on va le regarder là ici, effectivement achat, on a fait un achat de 3 millions de placements, donc effectivement en free cash flow il n'est pas compensé mais en revenu net il est pris en compte, étant donné que vous voyez ici qu'on a eu autre élément financier du cash flow, on a eu 2 milliards, donc est-ce que c'était un investissement long terme, etc. Ça c'est quelque chose, donc allez regarder, on va aller sûrement peut-être le voir ici en 2017, total des actifs courants, notre actif à long terme, 500 millions, on voit que des fois il en a été à zéro, mais il faudrait aller regarder un petit peu, est-ce que c'est dans le goodwill? On voit qu'ici, donc elle a fait une acquisition et donc elle a mis 2 milliards en goodwill par rapport à ce qu'elle a fait, donc potentiellement ça peut être une bonne acquisition. Maintenant, donc on va le voir dans les cash flows, est-ce qu'on a un cash flow qui est stable et croissant donc par rapport au revenu net? On voit que c'est pas forcément le cas, on voit qu'en 2022 on a été négatif à ce moment-là. Donc est-ce que c'est parce qu'on a eu une très forte volatilité ou est-ce que c'est parce qu'on a eu une très faible volatilité? On voit d'ailleurs que voilà, en décembre 2020 et en juin 2022 on a été négatif. Pourquoi? J'imagine que donc ça doit avoir un rapport avec la volatilité. Maintenant, à vous de faire vos choix en fonction. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va verser un dividende? Donc on voit qu'à certains moments elle va verser un dividende, à certains moments elle va pas le faire. Donc elle se réserve le droit de le couper. On voit qu'en 2019 ça a été le cas. Le date de versement de 2020 n'a pas eu lieu. Par contre on est quand même sur 4,10 par rapport à 52. Donc on a un rendement du dividende qui est à 7 ou à 8% aujourd'hui. Donc potentiellement ça peut être assez intéressant. Pourquoi est-ce que ce dividende-là n'a pas augmenté? On va aller regarder un petit peu les bénéfices. Il table sur quoi? Il tablerait donc sur une augmentation à 7, donc c'est ce qui nous fait donc un rendement de 13% à l'heure d'aujourd'hui, donc potentiellement un dividende qui est safe. Ensuite, est-ce qu'ils rachètent leur action? On voit que non, c'est pas le cas. Ils vont plutôt préférer augmenter le capital, d'accord, donc c'est une manière effectivement de se financer. Il y en a certaines qui vont aller verser des dividendes, donc ils vont aller racheter des actions. On voit que dernièrement elle a racheté pour 800 millions d'actions. Est-ce qu'on le voit là-dedans? On le voit pas du tout. On voit que total d'actions en circulation ça n'a pas bougé, et ici on le verra pas, donc en action en flottant peut-être que ça a baissé. Faudrait aller le voir, sinon on voit qu'actuellement voilà, on est à 2,33, donc potentiellement on a fait une émission et puis on a racheté entre temps potentiellement pour acheter quelque chose. Ça je vous conseille d'aller regarder dans les rapports financiers. Sinon on a très peu de dépenses d'immobilisation, on va surtout avoir voilà de l'achat de placement, donc on n'a pas de capex, ça dépend
essentiellement la taille de portefeuille qu'elle va pouvoir avoir. Donc ça, je vous ai dit, ça joue avec la gestion du risque. Donc c'est quelque chose à aller regarder un petit peu dans les résultats financiers. Donc là, j'ai par exemple les résultats donc, du T2 de Amundi, donc, qui fait partie voilà, du groupe Crédit Agricole. Qu'on sache que Amundi, donc, c'est l'entreprise qui va générer par exemple les ETF. Donc on va voir les Lixor. Donc, les ETF qui suivent les marchés, donc le S&P, le Nasdaq, on va avoir des ETF ESG, effectivement, voilà, vous le voyez ici, investissement responsable, extension de la gamme des fonds alignés sur une trajectoire net zéro et de la part des gammes ETF et ESG. Donc, on va potentiellement aller distribuer des prêts ESG à des entreprises parce que ces entreprises-là donc, vont pouvoir faire des x5 pour pouvoir s'endetter. On l'a vu avec Ruby et Photosol. Ensuite, en termes de niveau de résultat, ben voilà, résultat net ajusté, donc on est en augmentation. Contexte positif, on nous dit que le marché de la gestion d'actifs en Europe a ajouté une collecte au T2, surtout sur les actifs moyen long terme avec une décote en gestion active. Donc avec l'aversion au risque qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont potentiellement une gestion du risque qui est assez élevée, donc ils essayent d'avoir le moins de risques possible, ils ont quand même un résultat net qui augmente de 19%. Alors maintenant ils parlent de résultat net et maintenant nous on va voir, sachant qu'on l'a ici, on voit qu'en termes de résultat net, on va aller le prendre, excusez-moi, hop, on va aller prendre le free cash flow là et on va aller prendre le revenu net qui est ici. On voit qu'on est à 500 millions de revenus net et un free cash flow de 1 milliard. À certains moments, c'est assez intéressant. Et là, aujourd'hui, même si on voit un haut niveau de résultat qui est passé donc à 500 millions, on voit quand même un free cash flow qui est à 1 milliard. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Les marchés obligataires se sont stabilisés depuis 3 trimestres maintenant, mais ils s'écrivent en baisse de moins 6% en moyenne au deuxième trimestre. Et les marchés, eux, quant à eux, ont repris depuis le quatrième trimestre 2022 et en moyenne en hausse de 4,22% sur un an. Donc là, on nous dit que le marché obligataire en soi, donc qu'est-ce que ça prend en compte, le marché obligataire? Est-ce que ça prend par exemple en compte que l'entreprise a pu avoir des investissements dans des bons du trésor américain, dans des investissements dans les bons du trésor français, etc. Si les investisseurs restent prudents et cela se traduit par des faibles volumes de collecte sur le marché de la gestion d'actifs en Europe avec une collecte en fonds ouverts faiblement positif, 23 milliards au deuxième trimestre tirés par les produits de trésorerie et la gestion passive, alors que la gestion d'actifs moyen long terme est en décollecte sur le trimestre et le semestre. Donc potentiellement nos actifs à long terme ont subi une décote, mais la gestion passive et nos flux de trésorerie nous permettent d'être toujours actifs et d'augmenter nos résultats de 19%, en tout cas au deuxième trimestre, et 6% par rapport au premier trimestre en soi. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait continuer de faire croître ce genre d'entreprise? Est-ce que ce serait par exemple l'ajout d'un ETF dans le PEA? On voit que dernièrement, il y a eu des ETF qui ont été retirés du PEA. Est-ce qu'on va avoir une baisse à ce niveau-là en termes de portefeuille? Parce qu'il y a certaines personnes qui donc se sont fait éjecter, qui ont seulement récupéré l'argent en réel et qui ont perdu une position dans leur PEA. Est-ce qu'ils vont aller répercuter ça sur d'autres ETF ou est-ce que possiblement ils vont aller se tourner sur le marché des actions? Ça, ce serait une donnée importante à les chiffrer. Est-ce que en moyenne, on a les chiffres sur le nombre de personnes qui utilisent un ETF, étant donné qu'on a eu plein de néo-brokers qui sont en partenariat avec ce genre d'entreprise-là et qui donc vont nous promotionner d'aller faire du DCA sur des ETF. Donc ça, est-ce que ça fait partie par exemple d'un revenu passif comme il pourrait l'expliquer chez Amundi? Je vous conseille d'aller lire et d'aller écouter les webcasts, c'est très intéressant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.